Salut, début de troisième journée avec des matchs palpitants ou instructifs, c'est selon. Palpitant avec le Nantes-Monaco de samedi qui a été un match, pour moi le meilleur match depuis le début de ce championnat, match remarquable avec énormément de mouvements. J'ai trouvé les Nantais en énorme progrès dans la transmission, notamment du ballon. La rigueur défensive, on sait qu'ils en sont capables, mais je les ai trouvés au niveau de la créativité beaucoup plus intéressants face à une équipe de Monaco qui a été prise à froid par vous voyez, vous me demandiez où étaient mes chiens, ils sont là. Edison, il est là. Qui ont été pris à froid avec ce penalty justifié, sifflé pour une faute de Zakaria sur Simon, transformé par Mohamed. Derrière, une très jolie tête de Castelletto donnait 2 buts d'avance de façon très étonnante à Nantes. Et puis le jeu de Monaco s'est mis en place. Minamino, qui fait quand même un début de saison remarquable, a réduit le score avant que Mohamed redonne 2 buts d'avance à Monaco. Et puis derrière, on le sait, les Monégasques sont revenus à 3-3 pour un match vraiment d'excellente facture, de grande qualité. Malheureusement, il y a un homme sur ce terrain qui a loupé son match, c'est Monsieur Pignard, qui a omis de siffler 2 pénaltys évidents. Un pour une faute énorme sur Golovin et un tout aussi énorme sur Ganago. Et ce qui me gêne le plus dans cette histoire, c'est que le dénommé Monsieur Pignard, c'est le même qui a accordé 2 pénaltys à Brest contre Lens pour des fautes qu'on va pudiquement qualifier de légères. Là, il y a 2 fautes énormes et rien. Donc là, c'est même pas moi qui réclame toujours une uniformisation de l'arbitrage, mais là, on parle du même arbitre. Et avec toujours la même question, qu'est-ce qu'ils foutent à la VAR ? Qu'est-ce qu'ils foutent à la VAR ? Parce que je pense que tous autant que nous sommes, on voit les images au ralenti, les 2 fois on donne penalty, et elle est 3 pimpins, ou alors la pub est véridique et il bouffe du Burger King en regardant les images. Mais c'est terrible, c'est terrible. Et encore une fois, les nouvelles directives de l'arbitrage, c'est de laisser le jeu, de moins hacher le jeu. Mais si c'est moins hacher le jeu, on peut couper les mecs à la carotide dans la surface, c'est plus non plus du football, quoi. Bref, et cet après-midi à 19h, à cause de la chaleur, Marseille a battu Brest 2-0. Alors présenté comme ça a l'air d'être une victoire solide et sans souci de l'OM, ce qui est pas si souvent au Vélodrome. Mais dans les faits, Brest est devant dans toutes les stats, dans la possession, dans le nombre de tirs cadrés, dans le nombre de tirs, dans les expected goals, dans les expected assists, dans tout. Et en regardant le match, je me disais, mais si c'était pas Brest qui était ce soir au Vélodrome, mais si c'était Montpellier, Marseille se serait fait éclater comme une pastèque. La chance qu'a eu l'OM ce soir, c'est que Le Doiron et Mounier ne soient pas des attaquants adaptés aux situations de contre et d'espace qu'ont eu les Brestois. Je vois encore cette action où Lies Melou s'infiltre un petit peu dans l'axe gauche. Il rentre, finalement il fait une frappe trop croisée, mais personne ne l'attaque. Donc là, c'est une victoire en trompe-l'œil pour l'OM qui, si elle ne rectifie pas le tir assez rapidement, s'expose à et quand elle va tomber sur des attaquants de meilleure qualité ou plus rapides, il va y avoir des grosses désillusions au Vélodrome. Ça, c'est très clair. Et puis ce soir, il y avait donc le choc entre le champion et son dauphin. Et il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo parce que on a vu que
le dispositif de Luis Enrique avec 2 vrais attaquants, c'était pas la même que quand tu joues avec Angangli, Vitinha à droite et Ramos seul en pointe. Là, évidemment, avec la qualité de dribble de Dembélé et la puissance d'Mbappé, ça fait la différence. Même si l'entraîneur parisien a insisté que c'était la victoire d'un collectif. Moi, je veux bien, mais on va pas nous raconter de salade. Hein. Quasiment toutes les frappes cadrées du match, c'est Mbappé. Mbappé a mis 2 buts. Bon, bah voilà, je veux dire, enfin, c'est un scoop pour personne que ce joueur est indispensable, indispensable à cette équipe. Ceci dit, j'ai vu une équipe qui commence à se familiariser avec le jeu de possession d'Enrique, mais qui a, avec ses 2 flèches sur les côtés, des solutions qu'elle n'avait pas auparavant et qui changent effectivement énormément de choses. Et il y a beaucoup de joueurs, je pense que, et ça doit faire longtemps que j'ai pas dit ça, que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a été performant, que ce soit Ugarte, qui est assez monstrueux depuis qu'il est à Paris, ou Hervé Emery qui confirme match après match qu'il est titulaire dans cette équipe, et Vitinha qui a fait pour le coup un vrai bon match. Et puis derrière, Paris concède pas d'occasion, quoi. Mis à part le but de Guy Lavogui détourné en fin de match, les Lensois n'ont rien eu. Donc voilà, quoi. C'est une victoire extrêmement probante pour le Paris Saint-Germain. Vous rajoutez à ça Kolo Muani, ça peut être pas mal. Et puis qui sait, peut-être que Verratti reviendra en grâce et pourra envoyer quelques ballons millimétrés par-dessus la défense. En tout cas, on a vu un truc très intéressant à noter, c'est que malgré le jeu de possession du PSG, le PSG a été le plus dangereux sur des attaques rapides, voire des contres. Et c'est un panachage à trouver, c'est une solution à trouver, quoi. Et et voilà, quoi. Et c'était un match franchement intéressant et probant. Voilà. Joy, le chien malheureux, vous dit au revoir. Que t'es malheureux. Oh là là, t'es malheureux, mon chéri. Oh, que t'es malheureux. Et voilà, on met son petit pouce, on s'abonne. Encore merci pour les audiences qui sont de mieux en mieux. Et je vous embrasse. Et puis à demain pour la suite du championnat. Et à lundi pour Face à Pierrot. Comme vous avez pu voir, c'est la fin de la canicule à La Baule. On a remis la petite laine. Parce que papa, il est frileux. Ouais.